Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette première table ronde de Péplum dédiée à l'expérience client. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct avec près de 50 marchands et partenaires de PayPlug et vous êtes plusieurs centaines de participants connectés à distance. Pour ceux qui sont connectés en ligne, nous vous invitons à vous présenter dans le chat. La fameuse Flora de PayPlug sera ravie de vous y accueillir. Et n'hésitez pas également à poser vos questions au fil de la table ronde. Nous prendrons un temps pour y répondre en fin de séquence. Alors, première table ronde et vaste sujet au cœur des préoccupations de vous tous, commerçants et commerçants. Comment offrir une expérience client riche et renouvelée à l'heure où les budgets d'acquisition s'assèchent aussi vite que les portefeuilles des consommateurs ? Consommateurs qui sont en même temps de plus en plus exigeants, puisque à peu près les 3/4 des e-acheteurs mondiaux disent accorder plus d'importance à la qualité de l'expérience offerte par la marque qu'au prix. C'est une étude Bazar Voice de 2022. Pour capter ce nouveau consommateur, les commerçants ont heureusement avec eux l'innovation comme source d'inspiration, mais aussi d'efficacité. Et pour la maîtriser, ils peuvent compter sur les conseils d'experts comme PayPlug, CB et Shopify que nous retrouvons autour de la table. J'accueille tout d'abord Émilie Benoît-Vernet, qui est directrice Europe du Sud de Shopify, un des leaders mondiaux des technologies commerce. Shopify accompagne aujourd'hui des millions de marchands dans 175 pays en proposant des solutions qui soutiennent la croissance omnicanale des retailers. Bonjour Émilie. J'accueille également Alexandre Poutaro, responsable du programme e-commerce de CB. CB, c'est le réseau de paiement leader en France, avec environ 2/3 de la consommation courante des ménages qui est payée avec une carte ou un mobile CB. Bonjour Alexandre. Bonjour Émilie. Et enfin, Flora Wolfer, directrice marketing de PayPlug, que vous avez vu au préalable sur la keynote. PayPlug, c'est le spécialiste français du paiement omnicanal par carte bancaire et l'organisateur de cet événement Péplum. Alors, une première question pour commencer. Quelles sont aujourd'hui les clés de succès du commerce ? On parle beaucoup de distribution omnicanale. Quel est réellement son potentiel ? Émilie, je me tourne vers toi. Merci Elise. Flora l'a développé un petit peu dans la keynote d'ouverture et tu en as parlé dans l'introduction. Clairement, aujourd'hui, la question de la rentabilité, elle est vraiment clé pour les e-commerçants parce qu'au-delà des modifications macroéconomiques des dernières années qui ont été particulièrement brutales, il y a aussi toute la modification des règles autour de la confidentialité qui ont bouleversé un petit peu le monde de l'acquisition avec une explosion des coûts d'acquisition pour les marchands. On dit aujourd'hui que des marques perdent en moyenne 29 € pour un client acquis et c'est quelque chose qui est en glissement total de 222% sur les dernières années. Donc les marques, elles doivent vraiment chercher à trouver des leviers clés de rentabilité et de stabilité de leur activité de manière pérenne. Et notamment le levier qu'on observe chez Shopify de manière très claire, c'est la croissance des ventes hors ligne avec une croissance de 40% des marchands Shopify qui vendent sur leur réseau hors ligne. Donc c'est en ce sens que je pense que l'omnicanal prend toute sa place pour ces stratégies de croissance. Et le paiement, c'est aussi une étape clé de ces nouveaux parcours d'achat. Je me tourne évidemment et vers PayPlug et vers CB. Comment aujourd'hui construire sa stratégie de paiement dans un modèle omnicanal ? Merci. Alors, c'est une très bonne question puisque le paiement omnicanal, on est vraiment au cœur de l'actualité et on sent vraiment une effervescence grandir depuis 4-5 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Et en particulier dans le paiement omnicanal, le paiement est une étape clé essentielle dans le taux de transformation du commerçant. Et un point de taux de transformation qui échoue, c'est autant de revenus perdus pour le commerçant. Donc tout l'enjeu pour une enseigne, ça va être de s'accompagner des bons partenaires qui vont être en capacité de prendre en compte leurs besoins et de les retranscrire correctement dans le monde du paiement. Et en particulier, être en capacité de bénéficier finalement de toute la fluidité ou de tout ce qui permettra de dénouer le paiement de façon le plus simple et rapide possible. Et chez Carte Bancaire, on a justement à cœur, c'est dans notre ADN, l'intégration des besoins des commerçants. Et heureusement, on peut compter sur des collaborations étroites avec des acteurs comme PayPlug pour nous remonter justement tous ces inputs et qui nous permettent à nous de faire évoluer finalement les règles du paiement. Alors c'est intéressant que tu dises ça, effectivement. Je pense que la définition d'omnicanal a évolué finalement ces dernières années. À l'origine, on imaginait que ça voulait simplement dire, c'est souvent le premier sens qu'on y met,
que c'est la capacité d'un marchand de vendre sur plusieurs canaux, omnicanal. Ceci dit, si on pousse un petit peu plus loin la définition, moi je dirais que pour les marchands, ce que ça doit vouloir dire en priorité, c'est de créer une unicité des canaux et des outils. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que cette centralisation, cette unicité, c'est ce qui va donner de la simplicité dans la gestion du quotidien pour le marchand. Et c'est ce qui, au bout du bout, va déclencher de l'efficience, de l'efficacité opérationnelle, ce qui, quand on parle de rentabilité, devient absolument indispensable. Quand on se met du point de vue des consommateurs, je dirais que ce que ça veut dire omnicanal, c'est aussi de s'assurer que notre expérience va être absolument flexible. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui veulent le choix, toujours, et qui veulent s'assurer que quel que soit leur canal de contact avec une marque, ça se fasse toujours dans les mêmes conditions. Et donc, omnicanal aujourd'hui, c'est un terme qui devient particulièrement exigeant pour les consommateurs. Si on pousse un petit peu le trait sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'expérience client, je pense que ça passe aussi par des critères qui se rapprochent à ceux du m-commerce, hein, des éléments que doivent étudier les retailers et les marchands. Qu'est-ce que ça veut dire? En e-commerce, c'est une stabilisation de la part des achats qui se font en ligne, en mobile ou bien depuis desktop. C'est assez intéressant de voir que depuis 2-3 ans, on est à peu près à 50-50 dans la part des paiements qui se font soit sur mobile, soit sur desktop, que ça ne change pas. Ça ne change plus, ça y est, maintenant c'est une référence, et que ça correspond simplement à des typologies d'achat. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus de questions sur comment est-ce qu'on construit notre modèle, il faut que ce soit parfaitement intégré. Pourtant, en mobile, en e-commerce, il peut y avoir encore un peu de friction. Et donc, il y a des choses à aller rechercher chez les e-commerçants pour aller grappiller des points de conversion supplémentaires. Moi, je pense par exemple au déploiement de wallets comme Apple Pay qui vont permettre de lever la friction à l'authentification. Alors, quand on parle d'Apple Pay, on a aussi tout de suite envie de parler de commerce en magasin aussi. Hein, on est là pour parler d'omnicanal. Alors, là, en magasin, c'est un peu plus compliqué. Loïs en parlait tout à l'heure, hein, il y a un intérêt croissant pour le m-commerce en magasin, mais pourtant, il y a seulement 12% des Français qui ont utilisé leur mobile pour effectuer un paiement dans les 12 derniers mois. Autant dire qu'il y a encore du travail avant d'arriver à développer cette tendance-là. Pourtant, c'est quelque chose auquel nous, on croit énormément chez Payplug parce que c'est d'une part un outil de fidélisation, c'est aussi un vrai outil d'efficacité pour les marchands. Ça permet d'accélérer les passages en caisse, de lever aussi la friction des 50 € quand on utilise uniquement le paiement sans contact avec sa carte. Et ça permet aussi, je pense, pour les marchands qui pourraient être encore un peu réfractaires au mouvement du sans contact, de se rassurer, parce que on a souvent des identifications biométriques sur nos téléphones. Donc ça permet quand même, en tout cas je l'espère, de lever cette friction-là quant à la sécurité. Alors, une stratégie omnicanal réussie repose aussi sur la technologie. Quelles sont les priorités à avoir en tête aujourd'hui pour réaliser les bonnes interconnexions ? De mon point de vue, la technologie, elle est vraiment là pour libérer l'agilité et l'innovation pour les marques. C'est-à-dire que ça peut être un peu dantesque de se dire « oulala, il faut que je fasse des choix technologiques ou que je me réinvente ». Peut-être je vais faire des économies si je change rien. Mais en fait, en faisant ça, on génère une dette d'innovation qui est de plus en plus dure à rattraper. Et on est de plus en plus éloigné des attentes des consommateurs, qui sont de plus en plus précises et avancées au fur et à mesure du temps, notamment en termes d'expérience client. Moi, je vois à peu près 4 clés de lecture pour une technologie satisfaisante. Premièrement, elle doit être extrêmement fiable. Elle doit être en capacité d'encaisser des pics de trafic, comme on dit, et des volumes de transactions assez forts, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. On est de plus en plus dans des ventes événementielles, des choses un petit peu plus, des ventes où il y a un affect émotionnel, soit pour un événement, soit parce qu'il y a un effet promotion, ou aussi l'émergence des drops sur certaines marques qui génèrent des pics de trafic. Il faut que cette complexité qui se passe sous le capot, la carrosserie ne la traduise pas. Il faut que ça reste très simple d'utilisation pour les équipes en interne qui gèrent les sites, mais aussi pour l'utilisateur final, pour réduire la friction dont on parlait.
Ensuite, la troisième clé de lecture, pour moi, c'est l'expérience client, qu'elle puisse être personnalisée. Donc, du coup, avoir une technologie qui va agréger un écosystème de partenaires proposant de la personnalisation dans le cadre du parcours d'achat pour aboutir à la transaction finale. Et dernièrement, c'est la gestion unifiée des différents canaux et des différentes bases de données, que ce soit le B2B et le D2C, ou le en ligne et le hors ligne, puisque le client final, il est unique et ses points de contact sont aussi variés, enfin de plus en plus variés, pour que son expérience, elle reste unique et personnalisée. Et pour poursuivre sur ces sujets d'innovation, on entend pas mal parler de headless commerce. Est-ce que c'est une tendance à explorer? Est-ce qu'on peut le définir déjà? Est-ce que selon toi, c'est une piste à suivre? Le headless, c'est quand on découple le back-end du front-end. Donc, c'est-à-dire qu'on garde un moteur, par exemple technologique, type Shopify, et on va aller chercher pour son front-end, donc la vitrine, d'autres solutions qui permettent de répondre à des besoins spécifiques d'agilité et souvent de contenu. Un bon exemple de headless, notamment, c'est la marque Asphalt. C'est la marque Asphalt qui est une marque qui a un catalogue de produits plus réduit que d'autres, mais qui par contre a une production de contenu et une ligne éditoriale extrêmement forte. Donc ils avaient besoin de pouvoir industrialiser toute leur création de contenu, la génération de leurs fiches produits, et du coup le headless leur permet de faire ça de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de squelette qu'ils vont nourrir ensuite de façon programmatique pour accompagner leurs opérations commerciales. Ils font énormément de précommandes aussi. Donc, c'est un système de vente où il faut pouvoir régulièrement faire des mises à jour et tout ça de façon automatisée. Donc, le headless leur a permis toute cette agilité qui, au final, leur a permis d'augmenter leur performance par 3. Donc, le headless, c'est une solution qui est très performante. Elle répond à un besoin spécifique. Je ne dis pas que c'est la solution pour tous, mais ça fait partie aujourd'hui des dispositifs technologiques qu'on peut déployer facilement. Tu citais la DNVB Asphalt. Cet exemple nous rappelle combien ces marques verticales nées en ligne sont précurseurs de nouveaux modèles de relations clients. C'était il y a peu le modèle Direct to Consumer qui évolue vers un modèle Connect to Consumer. Est-ce une évolution à suivre pour l'ensemble du secteur ? Alors effectivement, on en parlait un petit peu en keynote d'ouverture. Je pense qu'aujourd'hui, les DNVB montrent le chemin à beaucoup d'autres marques dans leur définition de la relation client. Alors peut-être pour prendre un tout petit élément de recul, on peut redéfinir ce que c'est des D2C par rapport au C2C. Direct to Consumer, c'est vraiment le modèle de base qu'ont inventé les DNVB d'aller vendre en direct, généralement sur leur site internet, leurs produits. C'est ce qu'on va appeler direct to consumer. Souvent, le D2C, c'est ce qu'on va utiliser comme modèle pour parler du site e-commerce d'une marque de type DNVB. Mais aujourd'hui, on en parlait, elles ont besoin de diversifier ces marques-là, leurs canaux de distribution. Et c'est là que leur relation avec leurs consommateurs devient absolument primordiale. Et c'est là qu'on va parler finalement de connect to consumer. L'objectif pour les marques, ça va être de maintenir l'expérience privilégiée qu'elles ont réussi à construire sur leur site pour pouvoir le faire aussi sur d'autres canaux de distribution, en particulier la distribution en wholesale, donc chez des revendeurs multimarques, ou bien tout simplement dans leurs magasins en physique. C'est comme ça qu'on a évolué vraiment sur le direct pour aller vers vraiment de la connexion encore plus loin dans la connexion aux consommateurs. Alors on peut se demander un peu pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Alors je dirais que c'est aussi parce que depuis 2020, il y a des nouvelles règles du jeu dans le commerce qui se sont créées. Je pense en particulier à l'augmentation des coûts d'acquisition client. C'est sur les lèvres de beaucoup de gens, je pense, ici aujourd'hui. Il y a aussi, je pense, un sujet lié à la commoditisation de la livraison. On a pris l'habitude de tout recevoir immédiatement à domicile. Et pourtant, ça peut être des points de friction assez compliqués, aussi bien déjà pour les marques qui doivent gérer leur plateforme logistique que pour les consommateurs qui doivent récupérer leur livraison en temps et en heure. Et enfin, je pense quand on pense digital, il y a aussi une saturation de l'offre d'une certaine manière. Quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on a parfois aussi du mal à identifier la différence entre beaucoup de produits. On est très très sollicité par la publicité et ça peut devenir difficile d'émerger au sein de toutes ces propositions qui peuvent exister.
Et en fait, c'est à ce moment-là, je pense, que ça devient d'autant plus important pour les marques de penser à un modèle qui soit absolument holistique dans leur façon de construire leur business et de développer leur activité. Et c'est vraiment ça ce qu'on va appeler le C2C, le Connect to Consumer. Alors le baromètre DNVB, je vais en parler beaucoup aujourd'hui, nous a d'ailleurs plutôt bien montré ça. Hein. En 2023, il y a 75% des DNVB qu'on a interrogés qui ont diversifié leurs canaux de distribution. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que elles ont dû complètement repenser leur manière de parler à leurs consommateurs, de maintenir la relation. Et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on mesure qu'il y a plus de 30% de leur chiffre d'affaires qui va se faire dans des canaux qui sont 100% physiques. Donc elles ont réussi à faire ce passage à des nouveaux modèles économiques et c'est ça qui leur a permis de résister, je pense, en tout cas dans les derniers mois. Résister, de réinventer des standards. Je crois que tu le vois aussi, Émilie, de ton côté. Oui, complètement. En parlant de DNVB qui se sont tournés vers le hors-ligne, il y en a énormément. Parfois, au départ, ça partait d'une idée de pop-up. Et puis finalement, rencontrer son client en physique, créer un lien, avoir les retours du terrain, c'était tellement enrichissant que voilà, on saute le pas et on ouvre une boutique physique. Je pense notamment à Flotte, qui est une DNVB du vêtement de pluie, qui a d'abord ouvert un pop-up store à Anglette et puis qui ensuite ouvre un magasin fin 2023 à Paris. Je pense que les DNVB, comme elles vendent en direct to consumer, c'est-à-dire elles vendent en direct, elles ont cette chance unique d'avoir la data client qui leur revient. Donc elles connaissent leurs clients, elles peuvent l'engager, elles peuvent le travailler. Il y a un vrai travail de rétention et de fidélisation qui rentre en jeu quand les coûts d'acquisition augmentent. Et c'est ce que les DNVB ont un petit peu commencé à faire. Et elles ont donné une grande leçon à beaucoup de retailers classiques et établis qui avaient une approche un petit peu différente une relation plus transactionnelle à leur client final, tandis que l'acte d'achat de certaines marques qui se veut plus engagé, plus émotionnel, avec une implication plus forte, une adhérence aux valeurs de la marque qu'elle retrouve sur les réseaux sociaux, etc. C'est intéressant ce que tu dis, Émilie, parce que je crois que c'est aussi ça qui a permis à ces entreprises qui ont généralement des moyens quand même assez limités de maintenir leur présence sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans l'esprit de leurs clients, malgré des coûts d'acquisition qui augmentent. Parce qu'elles ont été les premières à devoir agir en excellent gestionnaire, parce qu'on n'a pas le choix. La création de ces nouvelles expériences, c'est ce qui les a... Et la façon qu'elles ont souvent de réfléchir en termes de lifetime value, hein, on pense plus seulement de coût d'acquisition, ce que tu disais tout à l'heure, mais on pense vraiment à la rentabilité de notre client sur le long terme. C'est aussi ça qui leur permet en fait de maintenir de manière assez maligne et souvent très économe la relation avec leurs clients et elles ont un beau message à montrer aussi à d'autres entreprises. Nous on s'en inspire aussi, même en B2B d'ailleurs. Et pour plus de conseils sur cette évolution du modèle, pour savoir comment aller capter ces nouveaux consommateurs en réinventant un peu les règles, je vous invite à suivre la table ronde suivante sur le marketing qui va encore nous en dire un peu plus. Mais restons sur la table ronde initiale sur l'expérience client. On a parlé un peu plus tôt du paiement omnicanal. Au-delà de s'adapter à de nouveaux parcours d'achat, comment le paiement peut aujourd'hui, dans sa globalité, être une source de revenus additionnels pour les commerçants qui en manquent peut-être un peu? Alors, pour faire des revenus supplémentaires, il y a deux options. C'est soit finalement on économise un peu plus quelque part, ou alors on développe plus de marché pour faire plus de revenus. Et le paiement, en fait, répond à cette logique. C'est-à-dire que on le voit, on a une émergence des solutions de paiement qui sont sur le marché. Historiquement, on avait la traditionnelle acquisition avec mon numéro de carte, CB ou les équivalents américains. Et de plus en plus, on voit d'autres solutions de paiement qui vont se greffer. Et autant il y en a une solution historique qui est assez at cost, entre guillemets, autant les nouvelles solutions de wallet ou de facilité de paiement ont, elles aussi, un coût pour le commerçant. Alors, qu'elles aient un coût, à la limite, pourquoi pas, sous condition qu'elles apportent finalement de la transformation derrière et donc des revenus supplémentaires pour le commerçant. Donc, ce qui est important, je pense, et l'enjeu, ça va être de proposer les bonnes solutions de paiement aux bons clients pour le bon achat.
Et sur un achat de petits montants, il n'y a peut-être pas moyen, pas vocation à proposer des facilités de paiement qui seront coûteux en termes de pourcentage pour le commerçant. Un autre moyen aussi pour fidéliser, hein, c'est tout l'enjeu, ça va être aussi de reposer sur le modèle de l'abonnement, où finalement je vais payer une petite somme chaque mois, soit pour bénéficier d'un service supplémentaire, soit même pour avoir simplement le droit d'acheter sur le site. Et on se rend compte que c'est un modèle qui prend de l'ampleur et qui impose finalement d'autres contraintes, qui est celle notamment de la régularité du paiement. C'est-à-dire que sur 12 mois, comment le marchand s'assure d'être bien couvert des 12 paiements attendus. Et on le sait, au cours de la vie d'une carte, elle peut être soit arrivée à échéance, soit opposée de manière anticipée. Et tout l'enjeu pour le commerçant, ça va être finalement de toujours avoir une donnée de paiement qui soit fiable quand il y en a besoin. Et chez Carte Bancaire, justement, on a lancé en tout début d'année un nouveau service de mise à jour de données cartes qui permet à un commerçant d'aller recueillir la mise à jour de la carte, et donc il va ainsi pouvoir continuer son échéancier de paiement. Et surtout, il va pouvoir porter ce qu'on appelle du frictionless, hein, c'est la fluidité, c'est-à-dire que le client n'aura pas besoin de revenir chez le marchand pour saisir à nouveau ses informations de paiement. Ça, effectivement, je pense que cette technologie de Count Updater va être un game changer dans les prochaines années, parce que ça permet de sécuriser pour les marchands un achat, sans apporter de la friction supplémentaire, sans avoir besoin de contacter à nouveau le client qui est toujours en train de faire autre chose. Donc, il y a beaucoup de services en ligne d'abonnement pour qui ça va vraiment changer la vie. Et ça apporte aussi énormément de sécurité pour le consommateur final, puisque bien sûr cette mise à jour du token d'identification se fait de façon parfaitement sécurisée. Nous, on est assez fiers et heureux de travailler avec vous pour développer cette fonctionnalité. Il y a d'autres pistes au-delà de l'abonnement, je pense, qui peuvent nous aider aussi à lever de la friction au niveau du paiement. Il y a des choses qui peuvent paraître déjà bien établies, mais pourtant qui vont tout changer dans la mise en place d'un paiement. Je pense bien sûr à la personnalisation d'une page de paiement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'un marchand ne peut pas ne pas avoir finalement, hein. Tout de suite ça va avoir un impact très négatif sur sa conversion. Mais je pense aussi, on parlait tout à l'heure d'affichage mobile, mais surtout et avant tout de toutes nos technologies qu'on va être capable de mettre en place pour faire ce qu'on appelle de l'integrated payment, c'est-à-dire d'intégrer directement dans la page de checkout les champs sécurisés de récolte d'informations de carte, le tout sans rajouter des clics supplémentaires pour le consommateur. Et pour revenir sur les attentes des consommateurs de manière un peu plus globale, et surtout pour parler éco-responsabilité et commerce engagé, c'est un sujet qui va nous tenir à cœur cet après-midi. Flora, tu le disais justement en keynote, 9 Français sur 10 attendent des marques qu'elles contribuent au bien commun. Alors c'est ambitieux. L'éco-responsabilité est-elle une vraie tendance de fond pour le commerce ? Je dirais oui, définitivement. Il y a plusieurs études qui montrent qu'au plan mondial, le business de l'économie circulaire va quasiment doubler d'ici à 2026, donc en passant de 1,2 à 2,2 milliards. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle ère et une nouvelle façon de consommer. La FEVAD nous dit que 89% des acheteurs pensent vraiment à une grande croissance de l'économie circulaire, et c'est quelque chose auquel ils adhèrent. Nous, c'est quelque chose qu'on observe, bien évidemment, chez Shopify, à la fois des marques qui portent ces valeurs de recycling, upcycling, mais aussi de manière plus directe. Zara vient de lancer un nouveau site, Zara Pre-Owned, donc qui est l'économie circulaire des produits Zara. Ils ont sorti un site sur Shopify. Donc voilà, même quand ces grands acteurs s'y mettent, on sait que la tendance est devenue vraiment incontournable. Il y a aussi des acteurs comme Foam qui proposent de la vente de seconde main de grandes marques du luxe accessible, type Sandro, The Couples. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là et là pour durer, justement.
Alors c'est vrai que l'économie circulaire, c'est vaste finalement. Donc la seconde main, c'est un pan dont tu parlais. Il y a aussi l'économie de l'usage, donc c'est-à-dire qu'on va plutôt louer un bien plutôt que l'acheter. Donc c'est l'ancien modèle de l'économie de la propriété, ce qui appelle aussi des défis sur le paiement. Alexandre, tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Complètement, Elise. Nous, on le voit parfaitement chez Carte Bancaire. Si on regarde sur les 5 dernières années, on a vu la croissance fulgurante de ces acteurs et qui s'est encore accélérée là autour de la période Covid. C'est quelque chose d'impressionnant. Et finalement, ces acteurs qui, de toute façon, au début ne faisaient pas de paiement, ou très peu, finalement sont en train d'exploser et atteignent plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui dans le top 10 des paiements en France. C'est quand même assez remarquable. Donc, au lieu d'acheter un achat en one shot, on va se retrouver finalement avec plusieurs paiements, plusieurs achats échelonnés. Et ça pose aussi des enjeux assez forts, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir avoir la capacité de garantir aux commerçants d'être payés sur l'ensemble de ces biens. Donc ça suppose que les règles aussi, les règles du jeu du paiement évoluent, se transforment pour répondre à tous ces enjeux. Et puis surtout, c'est une composante importante, c'est la lutte contre la fraude. Et ça a été dit aussi en introduction dans la keynote, c'est des nouvelles pratiques, donc des nouveaux risques et des nouveaux enjeux pour la communauté des paiements françaises. D'ailleurs, puisqu'on a un peu de temps, la lutte contre la fraude, si tu veux en dire quelques mots, parce que je pense que c'est quand même aussi un combat permanent. On parle beaucoup de combat aujourd'hui dans l'arène, mais la lutte contre la fraude en est un. Tu peux peut-être donner les dernières nouveautés en la matière ou dire en quoi CB est toujours vigilant sur ces sujets. Alors, Élise, je ne te donnerai pas les bons tuyaux pour... Mais la lutte contre la fraude, c'est quelque chose... c'est au cœur de la mission de Carte Bancaire. C'est offrir pour la communauté française des outils de lutte contre la fraude efficace, être capable de scorer en temps réel une transaction pour dire, là, on pense que c'est une transaction de confiance et donc on recommande de faire du frictionless. Ou alors là, on est un peu plus risqué, puis on va plutôt demander une confirmation au porteur pour lui dire confirmez-moi que c'est bien toi. Et ça représente une grande part de notre activité, de notre valeur ajoutée sur le marché. Et en ce qui concerne les évolutions, les pratiques, ça a été également rappelé par Loïs dans la keynote. Le taux de fraude aujourd'hui sur le paiement e-commerce est au plus bas. Si on regarde le chiffre de 2022, on n'a quasiment jamais été aussi bas et en termes de pourcentage. Mais le challenge, c'est que les fraudeurs, eux, vont s'adapter, notamment via les canaux du C2C, du Le Bon Coin, de Vinted et tous les autres acteurs du particulier à particulier, et sur lequel ça peut présenter en tout cas un risque de réaugmentation de la fraude sur les prochains mois. Donc il faut adapter sans cesse et se moderniser. Et la lutte contre la fraude, moi je le rappelle toujours, c'est pas seulement un effort du réseau de paiement ou des banques émettrices, mais le commerçant, lui, est finalement la sentinelle et au premier niveau de la détection de la fraude. Il peut contribuer activement justement à sa sécurisation du paiement. Laura, est-ce que tu veux rebondir sur ce point ou revenir sur On pourrait en parler pendant des heures. Le sujet de la fraude, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, qu'on essaye de faire disparaître au maximum pour les marchands, pour qu'ils en aient le moins conscience possible. Mais pourtant, c'est vraiment le cœur de notre métier. On a effectivement beaucoup d'enjeux à prendre un temps d'avance par rapport aux fraudeurs, tu le disais assez bien, ce qui rend parfois l'exercice délicat parce qu'on a intérêt à ne surtout pas dire tout ce qu'on fait pour prémunir nos marchands de la fraude. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un travail main dans la main pour trouver le bon équilibre entre conversion, parce que on le disait en amont, on a envie de faire disparaître au maximum la friction qui est liée au paiement. Déjà, rien que de passer à l'acte et de recevoir l'addition, parfois ça peut être un peu difficile pour les consommateurs. Mais donc de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre une conversion maximisée et un taux de fraude le plus bas possible, effectivement, c'est notre cœur de métier et on a de la chance de travailler à vos côtés pour améliorer ça. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Carte Bancaire et PayPlug travaillent main dans la main sur la distribution d'un programme qui s'appelle le Low Risk Merchant, qui a vocation à récompenser les commerçants qui sont vertueux en termes de lutte contre la fraude
pour leur garantir finalement un taux de transformation maximum en bout de chaîne dans le paiement. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années et qui apporte vraiment de bons résultats. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux. Un faible taux de fraude nous permet aussi d'accompagner les marchands vers des taux de frictionless plus importants. Moins on a de fraude, plus on est capable d'accentuer la conversion et d'accompagner nos clients. C'est vrai qu'en particulier, sur tout notre segment retail, on arrive à atteindre des taux de fraude qui sont suffisamment bas pour maximiser les taux de conversion chez nos marchands, et ils le reconnaissent assez bien aujourd'hui. Et pour finir cet échange, avant de passer évidemment aux questions-réponses, et faire écho peut-être au modèle que tu développais, Flora, en keynote avec les 4 E du nouveau consommateur. Alors on a aussi un nouveau modèle de commerçant curateur qui entretient cette proximité avec les consommateurs et qui va finalement dans la grande famille de l'éco-responsabilité, du commerce engagé. Et c'est finalement quelque chose d'assez simple de se dire c'est aussi le lien humain qui prime et qui revient sur le devant de la scène. Alors, je crois qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'omnicanal. Et en fait, ce commerçant curateur, c'est vraiment l'incarnation pour moi de ce que doit être le commerçant qui va ouvrir son magasin. Et moi, j'y crois énormément. On est beaucoup à y croire beaucoup à cette complémentarité entre e-commerce et commerce physique, et c'est vraiment le cœur de notre métier chez Payplug. Et ce commerçant curateur, il propose des choses qui vont permettre en fait au consommateur qui va se déplacer, qui va faire l'effort de se déplacer en boutique, d'obtenir des produits qu'il n'aurait pas forcément ailleurs, d'avoir une recommandation qui va lui être personnalisée et de remettre en fait finalement vraiment de l'humain, tout aussi bien que de l'exceptionnel, c'est vraiment important, dans l'acte d'achat. Et ça marche particulièrement bien en gastronomie d'un côté et en culture de l'autre. Et c'est assez intéressant de voir tout ce qui se développe aujourd'hui, en particulier dans les grandes villes, dans ces secteurs-là en magasin, parce qu'il y a ensuite d'autres retailers qui vont prendre ces modèles-là pour les déployer dans d'autres types de produits, et en particulier les produits de grande consommation. Et là-dessus, je pense en particulier à la chaîne de magasins Market, qui est en fait un concept store de produits issus de DNVB. Je vous parle beaucoup d'omnicanal et beaucoup de DNVB aujourd'hui. Ce seront mes 2 mots-clés. Qui développe en fait des concept stores qui vont mettre en avant des marques de DNVB, donc vraiment dans un environnement un peu écrin finalement, dans des endroits auxquels les DNVB n'auraient probablement pas pensé, et en particulier de repeupler les centres commerciaux. À première vue, ça pourrait paraître un peu surprenant. Est-ce qu'on est certain que le public qui circule dans les centres commerciaux est un public qui va être friand de consommation dans des marques qui sont des DNVB? Bien, la réponse est tout à fait oui. Aujourd'hui, il y a 4 boutiques chez Market. Ils ont prévu d'en ouvrir encore une dizaine dans les prochains mois. Et ces boutiques-là qui sont implantées donc, dans les territoires, elles arrivent à générer plus de 80 000 visiteurs par mois. Autant dire globalement que d'aller s'implanter dans des endroits auxquels on n'aurait pas forcément pensé et de leur proposer une sélection de produits exceptionnels en dehors de leur ordinaire, c'est ça qui va aller générer de l'engagement et donc de l'achat pour les consommateurs. C'est le mot de la fin, je pense, avant de prendre les questions, générer de l'achat pour les consommateurs. Merci à tous les 3 pour la qualité des échanges. C'était un plaisir de préparer, d'animer cette table ronde avec vous. J'espère que vous en avez tiré plein de bonnes idées dans la salle et à distance. Et on va maintenant passer au temps de questions-réponses. On a une dizaine de minutes. Donc un micro circule dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je m'équipe de la tablette pour récupérer les questions que vous avez posées à distance. Dans la salle, si vous voulez commencer, n'hésitez pas. Camille vous attend. Eh bien, le temps de chauffer la salle, on va prendre quelques questions à distance. Alors, une première question de Marguerite qui a été posée en ligne. Que pensez-vous de l'intérêt de créer une application mobile? Avez-vous des chiffres sur ce que ça peut apporter au commerce? Alors, des chiffres, j'en ai pas là juste comme ça. Par contre, je pense que l'application mobile, c'est un petit peu comme le headless tout à l'heure. C'est une innovation technologique qui est très pertinente, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, il faut se dire, ça peut être... Bon, j'étais ce matin chez The Braderie,
qui est un commerçant français issu de l'entrepreneuriat, à qui j'ai eu le plaisir de remettre un trophée parce qu'ils ont atteint 1 million de commandes sur Shopify. Donc on était avec eux ce matin. The Braderie, ils ont une app. Pourquoi c'est extrêmement pertinent pour The Braderie d'avoir une app? C'est parce qu'ils sont dans de la vente événementielle, c'est-à-dire que tous les jours, ils vont proposer un nouvel assortiment de produits, une vente privée sur une marque différente. Donc l'application leur permet d'envoyer des notifications à leurs clients, consommateurs, usagers, qui sont informés comme ceci des ventes. Et puis, c'est une application que leurs consommateurs vont consulter fréquemment. Parfois, une marque qui vendrait un monoproduit, par exemple, on va dire une marque qui vendrait, je ne sais pas, des shampoings solides, comme il y en a pas mal dans le domaine des cosmétiques. Est-ce que pour cette marque-là, avoir une application est pertinente ? Pas forcément, parce que le consommateur, le client, il ne va pas forcément avoir envie d'avoir sur son iPhone une app pour cette monomarque. Je pense que la question de l'application, c'est des développements en plus, c'est une stratégie. Il faut que ça s'intègre vraiment dans quelle est l'attente du consommateur final, quelle est sa relation à la marque, pour voir si c'est la façon dont le consommateur a envie d'interagir avec la marque. Je rebondis sur des questions que j'avais escamotées mais qui ont été posées à l'issue de la keynote pour faire écho à l'éco-responsabilité et à ce profil 4E du consommateur. D'ailleurs, il y a 2 questions qu'on va regrouper. Une question de Mélanie qui nous dit: tous ces parcours digitaux autonomes, est-ce qu'ils ne sont pas contraires au développement RSE? Et une question d'Antoine qui nous dit: êtes-vous vraiment sûr que le couple TPE et carte respecte le E du consommateur engagé? Je vois que tout le monde a été bien attentif. Est-ce que maintenir la combinaison TPE-carte alors que tout le monde a un smartphone dans sa poche, c'est être engagé? Alexandre, bonne chance. C'est une très bonne question. Est-ce que le carte TPE est plus éco-friendly ou moins éco-friendly que le paiement par app mobile? Je pense que ça s'équivaut. Derrière, ça reste un paiement électronique. Et finalement, le TPE ou la carte ou le mobile, finalement, c'est le bout de la chaîne. Mais finalement, après, c'est quasiment le même dispositif qui est mis en place. Donc, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Là, par contre, à côté de la question, mais ça mérite d'être souligné, c'est quand même le paiement par carte, même s'il est digital, même s'il est électronique, il reste quand même, d'une certaine manière, RSE, parce qu'on oublie aussi que l'argent liquide, finalement, ça a aussi un poids, ça a aussi une logistique particulière. Convoyer des fonds, c'est pas neutre. Les traiter non plus, les recycler non plus. Donc, je suis convaincu qu'en tout cas, le paiement a un rôle, le paiement électronique a un rôle clé à jouer dans les questions RSE. Si je devais prolonger un petit peu là-dessus, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des émetteurs de cartes pour allonger les durées d'expiration en fait, des cartes, ce qui permet d'éviter aussi la génération de déchets, j'imagine. Ce qu'on voit aussi, c'est des technologies qui commencent à se développer pour donner plus de versatilité aux terminaux de paiement. Nous, on est en train de travailler sur une innovation qui s'appelle Tap to Pay, qui permet en fait de transformer un smartphone ou une tablette en terminal de paiement, donc de permettre de n'avoir plus qu'un seul outil technologique, donc qu'un seul élément de technologie dans la main du vendeur. Donc ça peut être aussi une piste pour essayer au maximum de limiter les déchets électroniques ou en tout cas de forcer la réutilisation. Ceci dit, bien sûr, ça c'est des éléments de développement qui vont se faire et auxquels on croit beaucoup. Maintenant, à court terme, je pense qu'il faut se rappeler aussi que la question du paiement, elle se doit absolument d'être inclusive. C'est ce que disait un petit peu Loïs en introduction. Bien sûr, le paiement en smartphone, c'est super pour des profils de gens un petit peu comme nous, c'est-à-dire on travaille dans la tech, on y croit à fond, on a moins peur aussi sur des questions de sécurité. Il faut aussi se rappeler quand même que ça ne représente pas forcément l'intégralité de la population et qu'il faut proposer des solutions de paiement qui ne soient pas excluantes pour les gens. Et je pense qu'à date,
On a un taux d'équipement, alors je ne veux pas m'avancer pour CV, mais qui doit être à peu près de 100% en France, en tout cas pour les personnes majeures, en carte bancaire. Utilisons aussi les moyens qu'ils ont à disposition, ne les forçons pas à s'équiper de nouvelles choses sous prétexte que c'est un élément qui va dans le cœur du progrès. Donc, je pense que sur ces éléments-là, oui, bien sûr, il y a des choses qui se développent. Est-ce qu'on est prêt à mettre à la poubelle nos vieux TPE? Je ne crois pas encore. Flora, si tu veux garder la main, une question pour Payplug, une question de la part d'Octave. Quels moyens de paiement sont disponibles avec Payplug? Est-ce que je peux vendre à l'étranger? Alors nous, aujourd'hui, on a une solution de paiement qui est française, qui est surtout spécialisée dans des paiements qui se font en Europe. On encaisse uniquement en euros et c'est important de l'avoir en tête. Néanmoins, on est en train de se développer de plus en plus. Alors bien sûr, sur le marché français, nous on a une véritable expertise, hein. On connaît très bien les banques émettrices. Notre ADN de paiement français nous permet d'obtenir des taux d'acceptation qui sont inégalés auprès d'acteurs qui viendraient d'autres pays, donc sur une des plus grandes économies européennes. Ça fait une vraie différence. Mais on a aussi conscience que nos marchands, ils se développent à l'international et on les accompagne aussi là-dessus en leur proposant des moyens de paiement locaux. Je pense en particulier à Sofort ou bien à Bancontact en Belgique. Donc on va aller les accompagner pour proposer le paiement préféré de leurs consommateurs directement dans les territoires limitrophes. Donc oui, Octave, vous pouvez vendre à l'étranger. Question d'Aurélie. Comment éviter ou au moins réduire les frictions dues à la double authentification en e-commerce dans des secteurs en particulier où les consommateurs sont plus âgés, peut-être plus frileux et moins appétents aux nouvelles technologies? Comment réussir à augmenter la part du frictionless pour le commerçant? La question du frictionless se rapporte à la technologie qu'on appelle 3E Secure, qui permet surtout de sécuriser les paiements sur Internet. Elle pèse aujourd'hui dans plus de 95% des achats réalisés en ligne. Et ce protocole 3E Secure permet à un commerçant finalement d'alimenter la transaction, enrichir la transaction avec des données sur le contexte qui a été réalisé. Donc on peut citer l'appareil utilisé, l'adresse de livraison, toute une multitude de données qui vont permettre à la banque émettrice de dire là, je reconnais mon client, mon porteur de carte, c'est bien Madame Martin. Et là, je vais lui accorder finalement le frictionless sur la transaction. Et comme je le disais tout à l'heure, le commerçant finalement est à la base justement pour valoriser toutes ces données qui permettront de maximiser le taux de frictionless. Et puis aussi, les banques émettrices prennent en compte finalement le taux de fraude du commerçant. Donc si on est sur un commerçant classique avec une population lambda, il n'y a pas de raison d'appliquer beaucoup de friction. Et la friction va surtout se concentrer sur des parcours un peu plus risqués. Flora, est-ce que tu veux compléter tant qu'on est sur le paiement? Ça a été assez bien résumé. Nous, ce qu'on cherche à faire au maximum, c'est faire cette interface entre les marchands et les banques émettrices pour essayer de faire transférer en fait le maximum d'informations qualitatives qui vont nous permettre en fait d'obtenir une réponse favorable de la part des émetteurs. Effectivement, nous on le voit, ce que tu disais très bien, sur des secteurs d'activité de retail classique où on va vendre des produits avec un faible taux de fraude. On va pas aller sur l'électronique, on va aller par exemple sur de la cosmétique. Là en fait on va être capable nous d'accompagner les marchands pour maximiser le taux de frictionless, ce qui va effectivement pour des populations moins adaptées à l'identification sur leur appli bancaire de permettre d'obtenir des parcours sans friction dans tous les cas, ou un maximum de cas. Et une dernière question, alors je vois que nos participants sont passionnés par les sujets de frictionless et de fraude. Question de Pierre, pourriez-vous revenir sur ce que Payplug et CB mettent en place, chacun de leur côté, pour maximiser l'acceptation en raison d'un taux de fraude qui est très bas chez Payplug? Alors effectivement, chez Payplug, parce qu'on travaille avec des commerçants qu'on accompagne dans leur activité, nous en fait
on est aussi un peu sélectif dans notre manière de travailler avec les marchands. Et en fait, c'est ce qui nous a permis en fait, de créer un cercle de confiance. Aujourd'hui, notre taux global de fraude, il est très très faible. Et donc, en fait, un marchand qui rejoint un peu notre grande famille des marchands PayPlug, il va bénéficier finalement j'ai envie de dire, de ce karma un peu positif, d'un taux de fraude très bas. Donc en fait, nous, cette surveillance qu'on opère, et on contacte régulièrement nos marchands pour leur demander des informations sur leur activité, pour s'assurer en fait qu'ils continuent à appartenir à ce cercle vertueux. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir montrer aux émetteurs et aux différents acteurs de la chaîne de valeur qu'on est capable de préserver ce taux de fraude qui est très bas. Donc en fait, nous, on met en place énormément de choses. Alors c'est vrai que c'est un peu le cœur de notre métier, c'est un peu la recette de la potion magique. On ne va pas vous donner tous les éléments puisque c'est aussi ça qui fait notre différence. Mais c'est ça qui nous permet ensuite, à chaque fois qu'on a un nouveau marchand, qu'on embarque dans l'aventure, de lui garantir des taux de fraude qui sont inégalés chez nos concurrents. Et d'ailleurs, nous, on est assez fiers régulièrement de voir des marchands qui potentiellement vont essayer d'autres solutions puis qui reviennent nous voir ensuite en disant j'ai fait de l'A/B testing dans tous les sens et je reviens chez vous parce que je suis convaincue que vous êtes les meilleurs. Et ça, c'est vraiment notre fierté au quotidien. Peut-être pour compléter, Flora, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. Et pour le rappeler, donc carte bancaire, nous sommes au cœur, on sommes le réseau finalement entre les acquéreurs comme PayPlug et puis les banques émettrices en bout de chaîne. Nous analysons chaque transaction et c'est jamais arrivé jusque-là, mais si jamais il devait y avoir une attaque ou quelque chose qui sortait des clous, finalement notre proximité fait qu'on se mettrait tout de suite en relation pour finalement contrecarrer et remettre les choses en l'ordre. Donc ça fait partie aussi de la collaboration qu'on peut avoir ensemble, qui est bénéfique en bout de chaîne pour les commerçants. C'est peut-être le mot de la fin, cette collaboration bénéfique. Merci à tous les trois. Sauf si on a une question qui a émergé dans la salle. Vous avez encore un petit moment, mais je n'ai pas l'impression. Donc on va s'accorder une petite pause avant la table ronde suivante qui va démarrer dans une dizaine de minutes. Engager et incarner le marketing avec nos experts de Nosto, Splio et TikTok. Donc je vous invite à rester bien assis ou devant vos écrans. À tout de suite.